Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches dans cette actualité qui est particulièrement anxiogène. Donc bienvenue dans cette nouvelle webconférence qui a pour objectif de vous donner un peu d'air. Vous êtes aujourd'hui de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour ces webconférences puisque nous avions hier 340 inscrits pour cette session, c'est un record. Donc pour ma part, je suis Éric Bonnem, fondateur de Secret Planet, un voyagiste qui est basé à Lyon et qui propose donc des expéditions, des voyages aventure et nature avec trois activités principales que sont Tamera depuis 94 ici, donc dans les locaux du Vieux-Lyon pour le trek et les voyages d'aventure, Expédition Unlimited qui propose des expéditions haute altitude et polaires, et Saïa qui propose des voyages nature pour la préservation de la biodiversité. D'ailleurs, la semaine prochaine, à la même heure, nous aurons le plaisir d'accueillir Renaud Fultonis, qui est responsable de l'activité de Saïa, pour parler de la viande de brousse et des zoonoses dont le Covid-19 est lié, parmi d'autres, parmi le H1N1, Ebola, etc. Et Jean-François Lagros, qui est un grand voyageur et spécialiste du sujet, interviendra également. Donc retenez cette date pour une conférence passionnante, vendredi 17 avril, la semaine prochaine, à 16h. Mais pour l'heure, nous allons démarrer notre web conférence consacrée aujourd'hui au Népal, et plus précisément à notre grande traversée du Népal, qui est une exclusivité mondiale de Tamera. Et pour vous en parler, le mieux placé est notre expert et chef de secteur Himalaya et Amérique latine, David Ducoing. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez via l'onglet questions qui a dû apparaître donc dans votre fenêtre de Livestorm, notre plateforme. Et donc, je reprendrai ces questions en fin de conférence. Merci d'utiliser donc pour vos questions uniquement cet onglet-là, ça nous simplifiera pour faire la synthèse. L'onglet chat vous permet, lui, d'échanger avec les autres participants en direct. Et je vous rappelle pour les prochaines fois, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, que le meilleur navigateur pour nous suivre dans nos webconférences, c'est Chrome. La qualité est un peu meilleure. Voilà, David, je te laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour vos questions. Eh bien, bonjour à tous, namasté en népalais, merci d'être là si nombreux. Alors bon, puisqu'on parle du Népal, on va quand même dire un petit mot sur l'actualité. Au Népal, en ce moment, il y a 9 cas recensés, en tout cas le 6 avril, il y avait 9 cas recensés de Covid, dont parmi eux un qui était guéri, donc il n'y en a pas tant que ça, et tant mieux pour eux. Bon, le pays a fermé ses portes, premièrement, et puis est en confinement, tout comme nous, voire pire que nous. Donc il se passe rien là-bas, ça va être évidemment très dur pour eux aussi. Ils avaient une saison de printemps qu'ils n'ont pas eue, et heureusement, il n'y a qu'une grande ville qui est Katmandou, et beaucoup de nos guides, de nos équipes, des porteurs sont finalement rentrés dans les villages, et c'est là qu'ils sont le mieux en ce moment. Donc, on a reporté la plupart de nos départs du printemps à l'automne qui vient, ou bien au printemps de l'année prochaine, évidemment. Alors, la grande traversée du Népal, on va vous passer un petit montage là d'une vingtaine de minutes. Est parti en 2019 avec 4 participants dont on entendra, ils sont présents d'ailleurs avec nous. Je tiens à saluer Xavier, Yves, Marion, Sandrine, qui sont là avec nous. Je vois que certains qui étaient sur des étapes aussi, là, Jackie par exemple est aussi présent, donc ils pourront intervenir via le chat pour nous dire ce qu'ils en pensent et puis nous donner des informations supplémentaires si besoin. Donc ça a été une première, cette réussite de la grande traversée du Népal en 2019. Là, on va vous passer un petit film qui explique avec la carte un petit peu l'idée de ce voyage. Et puis après, on entendra pendant quelques minutes un condensé du retour des participants. Et puis après, je reviendrai sur chacune des 10 étapes un petit peu en détail. Et on passera ensuite aux questions. Donc, écoutez, on va laisser la place aux images. Je vois que parmi toutes les personnes qui sont présentes sur le chat, les participants se saluent entre eux, donc ce qui est très très sympa. Et actuellement, Laurent Boiveau, qui était aussi l'accompagnateur de 4 ou 5 des étapes l'année dernière, est en Nouvelle-Zélande et il nous suit, il est connecté aussi, il vous souhaite le bonjour. Donc je ne sais pas si, Eric, on peut passer l'image, ouais. On y va.
L'idée, c'était de pouvoir proposer à certains grands voyageurs, puisque c'est un peu l'ADN aussi de Tamera, de faire des grandes caravanes, de partir pour 100, 120, 130, 150 jours. Donc là, c'était de pouvoir proposer à des grands trekkers de faire l'intégralité de la traversée du Népal, puisqu'en fait, on s'aperçoit au Népal qu'il y a 1, 2, 3 itinéraires qui sont très connus, classiques. Après, quelques itinéraires qui sont un peu plus hors des sentiers battus, et finalement on peut juste les mettre bout à bout pour faire cette grande traversée du Népal. Le côté un peu extraordinaire de cette grande traversée, c'est que non seulement on enchaîne une dizaine d'étapes et on traverse le pays en large, mais en plus on va proposer en un seul voyage 5 ou 6 itinéraires qui sont très peu empruntés et assez complexes à mettre en place. Certaines personnes ne vont faire qu'une, 2 ou 3 étapes. Ils peuvent aussi faire 3 étapes une année, 3 étapes l'année d'après, 4 étapes, et en 3 ans, ils ont fait l'intégrale. Pour cette traversée, effectivement, on a décidé de la faire partir de l'ouest, de la frontière chinoise et indienne, donc de Simikot, pour aller vers le Kanchenjunga, pour aller vers le Sikkim. Pour une question de timing déjà, puisqu'en 4 ou 5 mois, il vaut mieux partir en été pour passer la partie d'Olpo Mustang, où la mousson ne passe pas, et arriver en hiver de l'autre côté. La chose un peu différente de cette grande traversée du Népal, c'est qu'on ne l'a pas calquée sur la Great Himalayan Trail qui existe, et on a essayé de faire des variantes encore plus intéressantes. J'avais déjà l'idée de faire une grande traversée quelque part, je savais pas où, quoi. Et quand j'ai vu la GHT, Népal, tout de suite, mythique, les rêves de gosse qui ressortent, et puis voilà, quoi, c'est parti. J'ai vu ça sur le site de Tamera, il y a quelques années, je crois. Et juste comme ça, par curiosité, puis j'y ai repensé en 2018, comme j'allais avoir du temps en 2019 pour le faire, donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Ce qui a été dur, c'était en fait physiquement de pouvoir tenir sur le long terme. Le plus dur, c'est vraiment le passage des 3 cols, l'Amphou-Lapsa, le West Col et le Sherpani Col. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de faire cette traversée avec des gens que je connaissais pas. Et ça a été du coup une aventure humaine très importante et très intéressante. Surtout la diversité des paysages, parce que quand on pense au Népal, on pense surtout aux montagnes, à l'Himalaya. Et c'est vrai que d'avoir traversé des basses vallées, un peu de forêt tropicale, ça a été une vraie surprise, une vraie découverte. Être bien physiquement, sans être dans l'excès, c'est pas la peine de s'hyper entraîner, c'est pas utile, c'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'il faut surtout, c'est voir au jour le jour comment on se sent, ce qu'on peut faire, ne pas trop tenir compte aussi des autres participants qui vont 10 fois plus vite que nous. Il faut être, je dirais, assez ouvert d'esprit pour bien se rendre compte qu'en 5 mois, on va pas suivre le programme à la lettre, qu'il va y avoir plein d'aléas sur l'itinéraire, la météo et tout. Donc il faut prendre les choses comme elles viennent au jour le jour. Peut-être que le doute se serait instauré s'il y avait eu des problèmes physiques, mais bon, il n'y a pas eu de problème physique. Oui, clairement, dès le début, j'ai eu vraiment des doutes. Quand tu fais des choses comme ça, tu te mets dans ton monde et entre guillemets, tu t'isoles un petit peu par rapport à tout ce que tu as vécu ou ton ancienne vie. Il n'y a rien qui m'a manqué, non, il n'y a rien. Le Kanchenjunga, j'ai vraiment kiffé dessus, quoi. J'ai vraiment trouvé ça vraiment fabuleux par rapport à tout ce qui est de la diversité justement de paysages. Le massif du Kanchenjunga, c'était vraiment une grande découverte. Dolpo, pour l'aspect vraiment isolement. J'ai énormément aimé le Far West et le Dolpo au début. C'était vraiment une belle surprise. Autant les paysages que les villages qu'on traversait ou les carcas, les gens qu'on rencontrait, c'était vraiment super. Vous avez vraiment une équipe là-bas qui est extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Et qui est vigilante sur tous les points de vue, d'un point de vue sécuritaire, pour voir si on est bien, si on n'est pas bien,
tout le temps, présents près de nous et moi je les ai trouvés vraiment super cool, quoi. S'ils étaient à la hauteur, oui, ils étaient même plus qu'à la hauteur, hein. C'était génial de voir à quel point ils étaient eux-mêmes contents de visiter d'autres parties du Népal qu'ils connaissaient pas forcément eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui étaient du même village et même parfois de la même famille. Donc il y avait l'impression que ça donnait, c'est qu'il y avait quand même une très bonne ambiance entre eux, qu'ils étaient très complices et tout. Voilà, donc c'était un retour des 4 participants de la grande traversée du Népal de 2019. Bon, le départ de 2020 est lui aussi garanti avec autant de participants, sinon plus. Bon, comme vous le voyez, on est dans les projets d'envergure au Népal qu'on maîtrise très bien. Nous avons donc 45 voyages au Népal. Aucune autre agence, à notre connaissance, ne propose une offre aussi large avec une telle maîtrise du terrain. Ça va de la randonnée accessible à des treks plus engagés jusqu'aux grandes expéditions à 7000 voire 8000 mètres. Nous avons d'ailleurs plusieurs départs sur des sommets à 6-7 000 mètres confirmés pour l'automne et l'ascension de l'Everest et du Manaslu pour le printemps prochain. Alors notre première étape est de Simikot au lac Rara. Donc on part de l'extrême ouest du Népal pour aller vers l'est pour une question de saisonnalité et on explore ce qu'on peut appeler le Far West népalais qui est très très peu visité avec des altitudes autour de 3000 mètres sans haut col, donc ça permet une très belle acclimatation. C'est une étape de 15 jours qui permet à ceux qui ne connaissent pas cette partie du Népal d'en avoir un aperçu. Alors la deuxième étape, la caravane du Dolpo, donc qui va du lac Rara à Jomsom. Bon, on commence à prendre un petit peu d'envergure. C'est une étape en 33 jours avec une dizaine de hauts cols à plus de 5000 mètres. Ça commence très fort aussi parce qu'on part du lac Rara pour rejoindre le Dolpo. Donc c'est un itinéraire très peu emprunté avec des enjeux d'itinéraire. On part du lac Rara, on passe dans des gorges, on arrive au bout d'une dizaine de jours dans le haut du Dolpo, dans le haut Dolpo à Bijor, et là on rejoint les villages classiques de Saldang, de Dotarab, de la vallée des chevaux excellents, de Charka, et puis après on prend un chemin avec 6 à 7 hauts cols qui va vers le Mustang et vers Jomsom. Alors le Dolpo, c'est un pays qui n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec le reste du Népal, qui est bien distinct, qui a une tradition tibétaine très forte. On peut y voir de nombreux monastères du bout du monde, de la religion bouddhiste tibétaine, mais aussi de la religion Bön, qui est la religion pré-bouddhique au Tibet. Alors, il y a aussi des traditions caravanières très fortes, puisque c'est vert, mais il y pousse un petit peu d'orge. Et en fait, il y a des caravanes qui partent avec des sacs d'orge pour aller rejoindre les plateaux du Tibet, avoir des sacs de sel qui vont ensuite envoyer dans le sud du Népal et acheter du riz et de l'orge, enfin échanger. Donc, il y a cette tradition d'échange et on peut encore voir de nos jours, surtout en juillet-août, des grandes caravanes de yaks qui viennent du Tibet. Alors, le Dolpo, il y a plusieurs itinéraires au Dolpo plus ou moins engagés à d'autres saisons. Nous, on part au mois d'août pour cette étape, mais il est possible d'aller au Dolpo du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. La mousson n'y passe pas, mais en juillet-août, il y a souvent quelques pluies en fin d'après-midi et dans la nuit, donc c'est pour ça qu'on y trouve un paysage assez vert. Alors la troisième étape, des Annapurna au Manaslu, nous permet de visiter des régions classiques et fréquentées. Donc on arrive sur le tour des Annapurna avec le Torong Pass et le tour du Manaslu avec le Larke Pass, ces deux cols à plus de 5000 mètres. C'est un itinéraire qui est donc assez confortable puisqu'on nous retrouvons les lodges. Nous arrêtons le mode camping pour passer du temps en lodge. C'est une étape de 22 jours. Ça nous permet d'enchaîner 2 treks classiques. On les fait à l'envers, ce qui est plutôt intéressant et ce qui nous permet d'aller donc vers le Ganesh Himal. Donc c'est
Ce sont des régions assez habitées, avec des villages, des ethnies assez diversifiées, avec par exemple les Thakali au départ, quelques populations tibétaines dans le nord de la Boudigandaki, et puis surtout une population Gurung avec beaucoup de villages Gurung, mais aussi beaucoup d'autres ethnies. On y va de villages qui sont encore à 4000 mètres d'altitude, aux basses vallées qui sont quasiment à 1500, 1200 mètres d'altitude. Donc on a une diversité qui est assez incroyable en termes d'ethnie, mais aussi en termes de culture et d'agriculture. Bon, ce sont des régions, là on va sur les classiques, mais ce sont des régions où nous proposons aussi des programmes alternatifs, un peu plus hors des sentiers battus. Par exemple, sur le Tour des Annapurna, on a un passage par le Mesokantola et le lac Tilicho. Sur le côté du Manaslu, nous proposons d'aller explorer la vallée de la Tsum au pied du Ganesh et même d'enchaîner la vallée de la Tsum avec le tour du Manaslu. Dans cette région, nous proposons aussi des ascensions. Par exemple, dans la région des Annapurna, nous avons l'ascension de l'Imlumimal, qui est un sommet à plus de 7000 mètres. Dans la région du Manaslu, nous avons carrément le sommet du Manaslu à plus de 8000 mètres, dont le départ sera au printemps prochain avec Polo Grobel. Alors la quatrième étape, c'est la traversée du Ganesh Himal. Donc nous reprenons le mode camping et nous laissons les lodges puisque nous arrivons dans une région beaucoup plus préservée, beaucoup moins fréquentée. Donc le Ganesh Himal est un sommet à 7400 mètres que l'on voit tout du long du trek et on peut y traverser de nombreux villages Tamang. Donc on arrive sur une autre ethnie encore. On reste le plus souvent en basse altitude, donc il n'y a pas de haut col. C'est l'occasion idéale par exemple pour le conjoint qui n'a pas forcément le niveau de celui qui fait la grande traversée de venir lui faire une petite visite presque à mi-parcours. Alors, la cinquième étape du Langtang au Rolwaling via le Tilman Pass, qui est un col très peu emprunté à 5300 mètres. Bon, son nom vient de l'explorateur Bill Tillman, très connu au Népal, qui a vraiment été un explorateur de la haute montagne en Himalaya. Donc, cette région est à la fois classique puisqu'on peut se rendre au Langtang en lodge tranquillement, mais si l'on veut faire une grande traversée pour rejoindre le Rolwaling, il y a deux solutions. La première, c'est le Tilman Pass. La deuxième, ça sera la variante si jamais les conditions sont pas bonnes, c'est le Ganjala, qui est un col plus praticable, un peu plus au sud. Donc c'est encore une fois un itinéraire hors des sentiers battus. On commence à utiliser les crampons, un petit peu de corde. Bon, c'est pas d'un niveau technique exceptionnel, mais c'est bien d'avoir des petites notions d'alpinisme pour cette étape, qui est donc en 21 jours pour ceux qui ne veulent vivre que cette aventure en particulier. Et c'est surtout une bonne occasion d'y aller puisque personne d'autre ne le propose et que ça serait un voyage difficile à faire partir autrement. Alors pour la sixième étape, on reste dans le même esprit que la cinquième étape. Donc on va traverser la région du Rolwaling, qui est une région très très peu empruntée, pour aller jusqu'au Khumbu, la région de l'Everest, en passant par un col glaciaire à 5730 mètres d'altitude. Donc là encore une fois, nous aurons des techniques un peu alpines avec cordes, crampons, piolets, bien sûr sous la tente. C'est une région avec une culture tibétaine assez préservée et puis un accès par la route pour ceux qui veulent ne faire que cette étape qui est en 23 jours et puis le retour en avion depuis Lukla. Donc il y a beaucoup de sommets, on peut y voir une belle ambiance de haute montagne avec beaucoup de sommets à 6 et 7 000 mètres et le Shoyu qui est un sommet à 8 000 mètres partagé entre la Chine et le Népal. Bon, c'est un des rares voyages proposés où l'aventure porte encore son nom. Et on atteint une vallée beaucoup plus fréquentée qui est la vallée de l'Everest, la vallée du Khumbu.
Pour la 7e étape, nous revenons dans le classique entre guillemets et dans le confort des lodges, puisque nous arrivons dans la région de l'Everest, qu'on appelle aussi la région du Khumbu. Donc on va faire une étape qui est un voyage presque classique, en tout cas un voyage assez extraordinaire, qu'on pourrait appeler l'Everest par les hauts cols, puisqu'il passe par les cols du Renjo Pass, du Chola Pass et du Kongdela, qui sont des cols à plus de 5000 mètres. On passe aussi par des belvédères à plus de 5000 mètres que sont le Gokyo-ri, près du lac bleu turquoise magnifique de Gokyo, et puis le Kalapatar, le fameux Kalapatar, et le Chukun-ri. Donc 3 belvédères, 3 hauts cols, 6 occasions uniques d'avoir des panoramas exceptionnels sur toute la chaîne himalayenne et sur tous les plus hauts sommets du monde, puisqu'il y a l'Everest à 8848 mètres, mais aussi le Lhotse qui est à côté, et parfois on peut apercevoir soit le Shoyu ou le Makalu. Donc c'est une région qui est peuplée par l'ethnie Sherpa, donc Sher qui veut dire Est en tibétain et pas habitant, donc les habitants de l'Est. Les Tibétains sont venus la coloniser il y a à peu près 200 ans. C'est une ethnie donc d'origine tibétaine avec un dialecte tibétain qui élève des yaks et qui a quelques villages avec des cultures. Dans cette région, évidemment, vous le voyez, il y a beaucoup de sommets, parmi lesquels on propose, et il est possible de faire les ascensions un peu devenues un peu les trekking peaks classiques que sont l'Island Peak et le Mera Peak. On a aussi le sommet du Barunse à plus de 7000 mètres, et puis bien sûr l'Everest qu'on propose et qui partira le printemps prochain. Donc c'est la région de haute montagne par excellence. On peut se refaire une santé dans les lodges avec un accès et puis revoir un petit peu du monde entre deux étapes d'envergure difficile de chaque côté. La 8e étape est probablement la plus engagée, la plus difficile au niveau physique comme au niveau logistique, c'est d'aller de l'Everest à la région du Makalu. Et pour aller d'une région à l'autre, soit on passe par les basses vallées, mais soit on passe par les hauts cols. Et les hauts cols, c'est l'Amphoe Lapsa à 5800 mètres et le Sherpani Col à 6180 mètres. Ces 2 cols nécessitent des techniques alpines avec cordes fixes, crampons, piolets, donc d'avoir un petit peu de notion de technique, ça sera toujours utile. Là, encore une fois, l'enjeu, ça va être la météo, les équipes locales qui doivent être au top, avec des guides de haute montagne népalais et français. Donc c'est une étape en 26 jours, nous arrivons sur l'hiver, le froid commence à se faire sentir. Nous allons de la région de l'Everest avec un certain confort, vers la région du Makalu, déjà peu fréquentée, mais absolument magnifique. En passant le Sherpani Col, nous arrivons directement sur le camp de base du Makalu, qui est absolument exceptionnel puisqu'on campe à quasiment plus de 5000 mètres devant la face du Makalu, ce qui est assez rare pour les camps de base. Alors pour cette 9e étape qui va de la région du Makalu vers le Kanchenjunga, en passant par le dernier haut col de toute cette grande traversée qui s'appelle le Lumbasumba, dernier haut col à plus de 5000 mètres, qui est un col qui a été découvert très très récemment en 2009. Assez intéressant au niveau ethnique. Donc la première partie, ça se situe dans la région du Makalu. Jusqu'à maintenant, tout le monde y allait par la Shipton Trail, donc du nom d'Eric Shipton, ce grand explorateur aussi du Népal et de l'Himalaya, et faisait des allers-retours grâce à quelques lodges rudimentaires pour aller voir ce magnifique camp de base du Makalu. Nous, on y propose une boucle qui est déjà beaucoup plus ambitieuse, donc on se rend par la Shipton Trail jusqu'au camp de base du Makalu, et puis au lieu de revenir sur nos pas, on longe cette frontière tibétaine, mais en passant très très près, à quelques centimètres, pas sur la carte, mais en vrai, au niveau du Poptila.
Et puis nous arrivons par un itinéraire totalement hors des sentiers battus, par la forêt, par la haute montagne, jusqu'à une vallée qui s'appelle la vallée d'Haroun. Donc ça, c'est une vallée absolument magnifique, très connue pour les papillons, pour les insectes, pour les oiseaux, pour la biodiversité. Très connue aussi pour les villages. Donc il y a des villages tibétains, mais aussi des villages d'ethnie Rai, d'ethnie Limbu, donc une diversité ethnique assez incroyable. On peut y trouver aussi le panda roux, par exemple, qui est un animal assez rare. Quand nous sommes dans cette vallée d'Haroun, bon, il y a de nombreux villages qui voient très peu d'étrangers. Donc on voit un peu le Népal dans son jus, comme il était peut-être il y a 20 ou 30 ans sur le tour des Annapurna. Donc après cette vallée d'Haroun, on enchaîne donc là vraiment par le petit village tibétain isolé de Toudam. Et là, on traverse des bergeries pour se rendre sur un col assez inattendu qui s'appelle le Lumbasumba. De l'autre côté du col, il y a un village absolument magnifique qui est Olangchungola. Depuis ce village-là, soit on descend pour rentrer, soit on enchaîne sur la région du Kanchenjunga. Alors, ce qui est assez incroyable sur cette étape, c'est que ces villages tibétains, finalement, sont le plus souvent beaucoup plus reliés au reste du Tibet qu'au Népal. Et par exemple, certains villages sont coupés du reste du Népal à cause de rivières en crue et les ponts qui se sont fait emporter par le courant. Et pendant plusieurs mois, leur seule solution est de communiquer avec le reste du Tibet. Il y a des caravanes de yaks qui se rendent là-bas, tout comme au Dolpo. Et puis il y a des échanges, il y a même des mariages entre Tibétains d'un côté de la frontière à l'autre. Et ça, c'est plutôt inattendu. Donc pour celui qui veut vraiment se retrouver dans un Népal authentique, hors des sentiers battus, avec vraiment un sens de l'aventure, de la rencontre, c'est le lieu idéal. Alors la dernière étape, la 10e étape dans la région du Kanchenjunga, nous permet de voir les deux camps de base de ce sommet à plus de 8000 mètres qui est partagé entre l'Inde, entre le Sikkim et le Népal. C'est un peu le grand final. C'est pour moi la plus belle région du Népal parce qu'on a une recette, on a un mélange de tout ce qu'il y a de mieux au Népal, de haute montagne, d'ethnie, de nature, de basse vallée, de haute vallée, d'agriculture, enfin, tout est là. Cette étape est en 29 jours, mais on propose aussi un voyage en 24 jours qui fait découvrir cette région qui est absolument magnifique. Alors, cette région est peuplée par les ethnies Rai et Limbu, qui sont des ethnies animistes, donc presque chamaniques, qui ne sont ni hindous, ni bouddhistes, ni d'autres religions, à part celle des esprits. Donc, il y a encore des chamans qui font des rituels encore très, très présents. Finalement, la montagne qu'on admire le plus s'appelle le Janu, qui est à 7700 mètres, qui s'appelle aussi le Kumbhakarna pour l'ethnie Rai et Limbu, qui est une montagne sacrée pour eux. On ne voit qu'elle, c'est la plus belle. Cette montagne impressionnante a été gravie la première fois par Lionel Terray en 1962 et on en fait presque le tour en passant par un col à un peu plus de 4000 mètres. Donc cette étape nous permet d'aller voir d'abord le camp de base nord du Kanchenjunga avec de très belles vues, on est vraiment le nez sur la montagne, puis de passer par le village tibétain, donc il y a l'ethnie tibétaine avec des yaks, avec de l'artisanat, avec encore toute cette ambiance tibétaine, et puis on sort du village de Gunza pour passer un petit col à plus de 4000 mètres et aller sur le camp de base sud, et après on redescend dans les basses vallées où là on retrouve la culture de riz, de cardamome, d'orge et les ethnies Rai et Limbu à nouveau. Donc on arrive sur des vallées à 800-900 mètres d'altitude, ce qui en fait vraiment un des treks les plus diversifiés, les plus sympas à faire.
Voici donc les 10 étapes de cette grande traversée, grande épopée de 136 jours de marche. Beaucoup de superlatifs, évidemment. On a pu compter 51 nuits à plus de 4000 mètres, 10 nuits à plus de 5000 mètres. Bon, pour celui qui veut faire un break dans sa vie ou bien faire un rêve d'enfance, partir très très longtemps dans un mode de locomotion à pied, avoir des aventures à la fois de haute altitude, de montagne, mais aussi de population et une aventure humaine avec d'autres participants qui seront sur certaines étapes ou la totalité aussi. Bon bah voilà, c'est le moment idéal. On n'est pas sûr du tout qu'elle partira tous les ans évidemment. Il y a tellement d'enjeux de logistique. On peut remercier donc pour ce grand projet Laurent Boiveau qui a fait l'intégrale en 2014 tout seul et puis qui a guidé aussi 5 de nos étapes en 2019. Donc il nous a beaucoup aidé sur certaines étapes difficiles et il a une belle connaissance du terrain. Et puis je voudrais surtout aussi remercier Yves, Xavier, Sandrine et Marion qui ont fait cette grande traversée en 2019. Merci à eux pour leur témoignage, pour leur retour et leur enthousiasme. Et puis surtout à nos équipes sur place qui sont très très dévouées, qui font tout pour que ça réussisse et qui étaient avant en terrain incognita et maintenant qui ont une belle maîtrise du terrain. Eh bien, on aura envie que ça dure plus longtemps. Oui. Bah, ça, même moi, ça me donne envie d'y aller, alors que je l'ai préparé, mais tant mieux. Ça fait partie on fait les voyages qu'on rêve de faire, en fait, finalement. Hein. C'est ça qui est un peu dans notre métier. C'est clair. Alors, on a pas mal de questions. Hein. Je vais reprendre si ça te va. Bon, la première simple, longueur totale et dénivelé cumulé. Alors, longueur totale, on a écrit 1700 km, mais en fait, ça se situe autour de 1500. C'est une moyenne, hein, on ne saura jamais vraiment, ça change à chaque itinéraire. On peut dire que c'est entre 1300, d'après tout ce qu'on peut lire, entre 1300 et 1700, donc on peut faire une moyenne à 1500. Et total de dénivelé, je ne l'ai pas en tête, là j'ai vu 100 000 mètres de dénivelé, ça doit être peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Ensuite, quelques questions évidemment de difficultés physiques et techniques. Donc, le niveau physique pour mettre en place une telle traversée, sachant que je crois que c'est Yves qui disait que fallait pas être un surhomme ni un surentraîné. Qu'est-ce que tu conseillerais d'un point de vue donc physique? Et puis, on en profite de parler de niveau technique d'alpinisme. Oui, alors au niveau physique, effectivement, on peut mettre un niveau effectif. Il faut être en forme. Il y a une mise en jambe. Une fois qu'on a commencé à marcher 15 jours, un mois, si on marche un mois, on peut marcher 2 ou 3, ça ne change plus grand-chose. On est vraiment en jambes. Donc, ce qui est important, c'est d'être en forme physiquement, d'avoir l'habitude de la randonnée et d'avoir l'habitude de faire du dénivelé, donc de randonnée en montagne. Pour celui qui a fait… après, c'est bien aussi d'avoir une première expérience de trek au long cours, c'est-à-dire d'avoir fait des randonnées pas forcément très difficiles, mais par exemple le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou des voyages qui ont duré quand même plus de 20, 30, 40 jours, ça peut être assez intéressant. Et ça, c'est plus, et j'en viens justement au niveau psychique, parce qu'en fait, on parle du niveau physique, mais c'est aussi le niveau psychologique, psychique, mental qu'il faut avoir. Donc, il faut tenir le coup sur la longueur. C'est pas un trek comme on fait, comme on ferait son trek de l'année au Népal. Il y a beaucoup plus d'imprévus. Les imprévus sont multipliés par 10 puisqu'il y a 10 étapes. On est dans des périodes de l'année effectivement qui ne sont pas toujours la haute saison au Népal, octobre-novembre. Il y a forcément un peu de mousson, il y a du froid sur la fin, des changements d'itinéraire. Donc voilà, il faut un niveau psychologique et mental quand même. Il faut se sentir prêt et c'est bien d'avoir eu des expériences fortes auparavant pour pas que ça soit vraiment la première et s'apercevoir au bout de 30, 45 jours qu'on s'est trompé de voyage et qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Donc ça, c'est important. Après, pour les passages en alpinisme, c'est bien d'avoir des notions. Le Tillman et le Tachilapsa on est encadré par l'équipe népalaise. Donc,
effectivement, on met des crampons, on utilise les piolets et les cordes. C'est pas très très difficile. Idéalement, il faudrait avoir fait peut-être un Mont Blanc ou quelques courses en montagne. Ça peut aider. Celui qui n'a jamais fait d'alpinisme peut s'en sortir avec quelques petites écoles de glace. Après, le passage du Sherpani est lui quand même assez physique et technique. Donc, c'est bien d'avoir eu les 2 premières étapes et c'est surtout bien d'avoir fait un minima un stage d'alpinisme en France auparavant. Alors, une question qui est liée, qui a été posée, en fait, là, il y a de plus en plus de questions, donc la synthèse est de plus en plus compliquée à faire. En termes de Mal-Aiguë des montagnes, justement, et donc d'acclimatation, donc comment ça se passe? Quelles sont les précautions qu'on a pour justement prendre en compte ça? Et la question, d'ailleurs, est posée aussi pour ceux qui arrivent au milieu de la grande traversée, comment eux, justement, peuvent s'acclimater en prenant la grande traversée en cours. Alors, pour ce qui est de la grande traversée de l'acclimatation, la première étape de Simicote au lac Rara reste autour des 3000 mètres. Donc, ne passe aucun col à 4000 ou 5000 mètres, ce qui fait qu'on va passer une dizaine de jours à une altitude de 3000 mètres avant de passer les premiers cols dans la région du Dolpo, enfin entre le lac Rara et le Dolpo. Donc, on est bien acclimaté. Donc, la grande traversée, de cette manière, est faite, on est bien acclimaté. En gros, il n'y a pas de souci d'acclimatation. Une fois qu'on est acclimaté, de toute façon, on a fait nos globules, on a le processus qui est en cours et donc c'est fait, quoi. Hein. Donc par contre, le problème peut se poser pour ceux qui viennent sur des étapes. Donc les étapes d'altitude sont en particulier Dolpo, Annapurna, Manaslu, Tashilhasat, Tilman, l'Everest et le Sherpani. Pour ceux qui viennent en cours de route, on a adapté le programme pour qu'il y ait quelques jours d'acclimatation qui soient respectés avant de se retrouver avec les personnes de la grande traversée. Donc, on a fait comme tout programme, c'est-à-dire que, par exemple, on rejoint la grande traversée que le jour 8, parce que du jour 2 au jour 8, on est en processus d'acclimatation pour rejoindre la grande traversée. On peut peut-être évoquer effectivement notre partenariat avec Yves Frémont, qui est transversal à l'intégralité de notre trek engagé, mais qui joue un rôle encore plus important sur une traversée aussi longue. Alors, évidemment, donc on a ce partenariat avec Yves Frémont, donc on propose déjà des entretiens avec des médecins d'Yves Frémont, même pour ceux qui font des sommets à plus de 7000 mètres et 8000 mètres, on fait des stages avec les participants pour qu'ils aient les médecins en face d'eux qui leur expliquent les enjeux de l'altitude. On est formé, nous, en tant que chef de secteur, à ces problèmes d'altitude et on forme nos équipes népalaises à ça. Évidemment, pendant toute la traversée, on a voire plusieurs téléphones satellites. On a une balise qui nous permet de savoir où on est, puisqu'on peut aussi nous suivre avec le live en direct. On a un caisson hyperbare et puis les médicaments qui vont bien, donc Diamox, Adalat, Viagra et puis des corticoïdes, quoi. Donc on a tout ça avec aussi donc notre guide qui est formé et qui peut appeler avec le téléphone satellite 24 heures sur 24 un médecin spécialiste de l'altitude pour avoir des conseils. Donc ça va au-delà de l'altitude puisque c'est des conseils de médecine de montagne. Donc pour n'importe quel problème de santé, on peut appeler un médecin de Yves Frémont qui va nous donner des conseils. Alors, c'est pas lui qui va enclencher le rapatriement, mais en tout cas, il va nous dire est-ce que c'est grave, faut arrêter tout de suite, appeler un hélicoptère, ou est-ce que c'est un problème finalement bénin, ça va passer, on peut continuer. Donc, quand on peut se poser vraiment des questions dans ce genre sur une grande traversée, puisqu'évidemment, on n'a pas envie d'arrêter, mais on a quand même envie de revenir vivant. Donc, l'idée, c'est d'avoir un médecin qui nous conseille et qui nous dise là, il n'y a aucun souci, ou plutôt là, il faut se reposer et repartir un peu plus tard. Alors, toujours dans la difficulté, donc une question qui est quelles sont en synthèse les étapes les plus faciles finalement de cette grande traversée, donc en termes d'engagement, physique et altitude, et puis une qui est liée, puisque le Dolpo, le Kanchenjunga fait rêver pas mal de monde visiblement. Est-ce qu'on sait le proposer en soft, le Dolpo et le Kanchenjunga? Donc première question, étapes les plus faciles, et deuxième, Kanchenjunga et Dolpo, est-ce qu'on peut les faire sans être un grand trekker? Alors, les étapes les plus faciles, ça serait en tout cas la première, donc qui est presque une étape d'acclimatation, de Simicote au lac Rara. C'est une des étapes aussi les moins où il y a moins de monde, c'est une des étapes les moins fréquentées. Et puis après, il y a l'étape du Ganesh,
qui reste quand même un peu physique, mais on est moins en altitude. Hein, toute la traversée du Ganesh, où on est pareil autour des 3000 mètres, ou bien dans des basses vallées avec des villages. Après, il y a les deux étapes, Annapurna Manaslu et l'étape du Khumbu de l'Everest, qui sont en lodge et qui sont des étapes entre guillemets classiques, donc du coup, qui sont quand même assez accessibles. Les autres étapes sont plus engagées et sont sous tente et sont plus difficiles avec des cols d'envergure. Alors, l'autre question, c'était pour le Dolpo et le Kanchenjunga. Alors, le Dolpo est quand même un itinéraire qui est très engagé, puisqu'on est loin de tout. Ça veut dire que si on a des soucis, il n'y a pas une route, il y a des routes qui se construisent, mais elles ne sont pas encore accessibles ni empruntées. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions de rapatriement. On est quand même encore, pour l'instant, assez loin de tout. Et du coup, il y a plus de 10 cols à plus de 5000 mètres, avec le passage du lac Rara pour arriver vers le Dolpo qui n'est pas si évident. Donc là, il faut quand même avoir une bonne expérience de trekking devant soi. Pour ce qui est du Kanchenjunga, le Kanchenjunga, il y a beaucoup moins d'enjeux d'altitude, puisqu'on va vers les 5000 mètres, mais on y va en aller-retour quand on va au camp de base nord surtout. Mais sinon, on n'est pas trop en altitude finalement. Après, il y a des grosses journées de dénivelé. C'est-à-dire que parfois, il y a 1700 mètres de dénivelé, 1500 mètres. Ça fait partie quand même des itinéraires les plus engagés, des plus beaux évidemment, mais des plus engagés du Népal. Donc, pour le Kanchenjunga, si on veut en profiter et quand même pas souffrir, il faut avoir fait un tour du Manaslu à minima, par exemple, ou savoir pouvoir enchaîner plusieurs journées à 1000-1500 mètres de dénivelé. Ça, c'est mieux pour être en forme. Après, on est dans des basses vallées, on n'est jamais à plus de à beaucoup plus que 4000 mètres. Pendant quelques jours, on est à plus de 4000 mètres, il fait froid, mais on peut redescendre, on est en aller-retour. Il y a une question sur le nombre de jours glaciaires. Alors, oui, il n'y en a pas tant que ça, hein. Parce que au niveau du Tachilapsa et du Tilman, c'est vraiment le jour du passage du col. Donc, ça veut dire un jour par étape, donc 2 journées sur 2 étapes. Et après, pour le Sherpani, on peut peut-être augmenter à 3 jours. Donc c'est vraiment minoritaire par rapport à l'envergure du voyage. En termes de portage. Alors, le portage se fait comme la tradition le veut au Népal, avec des équipes de porteurs. Voilà, donc ça veut dire que comme on est sous tente, on ne limite pas trop les sacs, on essaye de les limiter, le poids des sacs, mais on sait très bien que les participants ont besoin quand même d'une certaine autonomie et que les sacs, ils ont besoin d'un peu d'affaires chaudes, d'affaires froides. Il faut savoir qu'à mi-parcours, à minima, à mi-parcours, on fait un ravitaillement où on peut amener le sac que les participants ont prévu pour le ramener à mi-parcours avec des nouvelles chaussures, des nouvelles chaussettes, un peu de saucisson, enfin tout ce qu'ils ont prévu pour l'avoir à mi-parcours, et le matériel d'alpinisme. Donc les 5 premières étapes, on n'en a pas besoin, et c'est à la 5e ou à la 6e étape qu'on amène le matériel d'alpinisme. On prévoit aussi une tente individuelle par personne. Ça, on ne l'avait pas prévu au départ, et c'est à 1 semaine du départ, je me suis dit quand même, ça peut faire long pour les participants de partager une toile de tente, même si elle est grande. Allez, en dernière minute, on a décidé d'offrir ça et de l'inclure. Merci à Laurent Boiveau qui répond à quelques questions en direct. Il est en Nouvelle-Zélande. Il est en Nouvelle-Zélande, il est 2h du matin. Ouais. Donc, il a bien voulu veiller pour lui. Et puis, je le remercie. Oui, bien sûr, on ne fait que le remercier tout le temps, Laurent. Oui. Question sur logement chez l'habitant et puis globalement le logement répartition entre lodge et tente sur la grande traversée et puis possibilité de dormir chez l'habitant. Alors, dormir chez l'habitant, on ne le fait pas trop puisqu'en fait dormir chez l'habitant en Népal, ce sont souvent des lodges. Et dans les régions où il n'y a pas de lodge, c'est des régions très sauvages, donc les habitants n'ont pas prévu. Souvent, les habitants dorment dans leur cuisine et n'ont pas trop de place pour nous. Et on est bien mieux sous tente que chez eux, parce qu'on les dérangerait. Et il y a la fumée, par exemple, le matin, c'est des cuisines complètement fumées, ça ne serait pas confortable pour personne. Donc, on est plutôt en lodge ou sous tente. La répartition, on a une grande majorité sous tente, ce qui est une bonne chose,
puisqu'on a une bonne équipe de cuisine, comme très souvent au Népal. En lodge, parfois, la nourriture est un peu limitée. Les cuisiniers des lodges ne sont pas toujours des cuisiniers professionnels. Hein. C'est la petite dame de la maison, par exemple. Bon, ils font bien à manger quand même, mais de manière générale, avec une équipe de cuisine, quand on est sous tente, on mange très très bien. Je pense que les participants pourront nous le confirmer. Ils n'ont pas eu à se plaindre d'une grande diversité. Donc ça, c'est l'avantage d'être sous tente. Il y a 2 étapes en lodge, une étape de mémoire 22 ou 24 jours quand on fait les Annapurna Manaslu et la région de l'Everest. Et là, ça permet quand même d'avoir un peu le confort d'avoir une chambre et d'être en dur. C'est bien. Il y avait une question qui est intéressante entre les différences pour toi entre les treks en Himalaya et dans les Andes, toi qui justement couvre les 2 régions. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance dans l'organisation justement. Les treks dans les Andes, on est souvent avec des équipes de muletiers, donc les arriéros, qui sont très souvent très sympas, mais ils n'ont pas du tout le même caractère. En fait, tout de suite, moi, je pense à la population. Donc, les treks dans les Andes, on voit des populations de bergers, donc avec des lamas, des alpagas, mais peu de population, donc quelques animaux, mais pas forcément de maisons en dur. On en voit un petit peu, quelques agriculteurs, par exemple dans la vallée de l'Arès. Alors que dans les treks de l'Himalaya, comme on est dans beaucoup de vallées transversales, on passe vraiment, on part de 900 mètres, 1500 mètres pour arriver à 4000 mètres et on traverse beaucoup de villages avec beaucoup d'agriculture et de diversité. Quand on est dans les Andes, on est déjà sur un plateau à 3-4 000 mètres. Donc le point de départ souvent des treks est d'un village et après on voit surtout des bergeries et on revient dans un village. Après le caractère andin, pour ceux qui connaissent les Quechua, les Aymara, bon, ils sont pas aussi comment dire, sympathiques, peut-être souriants. Ils sont adorables, hein. Moi je les adore, hein, mais les Népalais sont vraiment très très prévenants, quoi. Ils sont vraiment, quand on va au Népal, on a envie d'y retourner, mais pour les équipes, pour les Népalais, pour eux. Enfin, l'avantage d'avoir des équipes de porteurs, des équipes de cuisine, c'est qu'en fin de trek, très souvent, on fait une fête, tout le monde danse, on sort le tambour. Et puis, il y a une ambiance, c'est pas forcément en fin de trek. En milieu de trek sur le Kanchenjunga, ça m'est arrivé à plusieurs reprises avec les participants de payer un coup à toute l'équipe de porteurs. Et tout de suite, ça démarre en fête. Et on voit des porteurs qui viennent de faire 8 à 10 heures de marche avec 30 kilos sur le dos. On pense qu'ils sont explosés et ils sont en train de danser plus que nous, quoi. Donc, c'est vraiment des ambiances totalement différentes. Je pense qu'il faut faire les deux. Les deux sont très, très intéressantes, mais on peut pas enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment pas pareil. À quel mois se font les étapes 9 et 10, Makalu Kanch et le Kanch? Ah bah, ça sera en mi-novembre à mi-décembre. Hein, donc, Alors, ce qu'il faut savoir au Népal, c'est que de plus en plus, avant, on avait une période de mousson qui allait jusqu'à la mi-septembre. Et puis après, on avait la période de l'automne, qui était une période sèche et pas trop dégagée et pas trop froide. Et après, on avait l'hiver qui arrivait fin novembre. Et là, on s'aperçoit de plus en plus que la mousson, finalement, se termine plutôt fin septembre, début octobre. Et que dès le 15 octobre, il commence à faire très froid. Donc, il n'y a plus d'automne, vraiment. Et du coup, c'est vrai que les dernières étapes sont assez fraîches, hein, sont assez fraîches, puisqu'on est à la mi-novembre. Là, l'hiver est installé. Mais en tout cas, on est sûr de ne pas avoir de pluie ou trop de nuages à ce moment-là, mais il faut être bien équipé. Est-ce qu'il est prévu des jours de repos? Alors oui, il est prévu des journées de repos. Il y en a quelques-unes, on les a calées dans des villages qui sont à la fois des journées de repos et des journées de sécurité, parce qu'on sait que l'itinéraire peut être amené à évoluer. Donc, il y a des journées de repos et de sécurité, et il y a aussi dans l'itinéraire des petites journées. Et là, j'en reviens aux phases d'acclimatation, qui sont faites pour les étapes en tant que telles. Par exemple, quand on va commencer que ce soit l'Everest ou les Annapurna, on va avoir des petites journées de 5 heures de marche, alors que les participants de la grande traversée pourraient largement faire le double, mais on a prévu des petites journées pour que les nouveaux arrivants puissent bien s'acclimater.
et que pour ceux de la grande traversée, aient des petites journées pour se reposer, ou bien puissent faire 2 journées en une si vraiment on a perdu du temps, quoi. Donc c'est pas linéaire avec des journées tout le temps très très intenses. Il y a des passages, que ce soit au Dolpo ou sur d'autres itinéraires, qui sont assez intenses, et puis après il y a des passages beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquilles, et même des journées dans certains villages. Donc, c'est une question qui est posée. Donc, ça veut dire le nombre d'heures de marche, ça va de quelques heures, 4-5 heures, jusqu'à, j'imagine, 12 heures sur la partie passage de col. C'est ça, c'est ça. Ça va, en général, c'est des 4 à 8 heures de marche. Bon, on peut avoir quand même quelques journées à 10 heures de marche. Ça peut arriver. Et puis, sur le passage du Sherpani, là, il faudrait demander à nos participants et puis à Laurent, pour éviter de passer une nuit à 6000 mètres. Ça a été une super décision. Ils ont décidé de faire une très, très grosse journée et de faire presque 2 étapes en une pour arriver sur le Makalu le plus rapidement possible. Donc là, je pense qu'on a dépassé les 12 heures. Et peut-être aussi au Dolpo, la journée où ils sont arrivés à Lomantang, là, pour le Kekiapla. Donc à 2-3 reprises, faut être prêt à être en mode 12 heures de marche, quoi. Bon, écoute, on arrive un peu au bout des principales questions. Bon, évidemment, il y a celle du nombre d'inscrits pour la prochaine et la taille maximale du groupe. Alors, pour la prochaine, on a 3-4 inscrits, on a 2 options, donc on est à 5, on est déjà à 5, quasiment à 5 ou 6 participants. On privilégie, pour l'instant, on a privilégié ceux qui s'inscrivaient pour plusieurs étapes d'affilée. Et puis, dès le mois de juin, je pense, on ouvrira les places qui restent pour les étapes assez rapidement, mais il restera que quelques places pour s'inscrire sur ces étapes-là. Et le groupe, la taille maximale? Alors, la taille maximale, c'est 10 personnes. En général, c'est 4 à 8 pour nos voyages au Népal, mais pour les voyages très engagés qui demandent une grosse logistique, parfois un accompagnateur qualifié et autres, on ouvre le groupe jusqu'à 10 personnes justement pour remplir ces étapes et permettre quand même à quelques participants de faire l'étape. Et alors, peut-être ma dernière question avant de te laisser conclure. Comment est-ce que, comment tu penses que ce départ est envisageable avec le Covid-19? Bon, je sais pas, parce que là, c'est une question difficile. On n'a pas de boule de cristal. Le départ, c'est le 1er août, je le rappelle. Voilà. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, soit le Népal, la situation se calme à la fois au Népal et puis en France, hein, parce que on est quand même sur un événement assez mondial. Donc là, soit c'est possible de le faire, donc de toute façon, ça sera, on le saura, quoi, hein, soit on peut le faire, donc on fait le départ, on est plutôt optimiste, soit on ne peut pas le faire. Si c'est une question de jours ou de semaines, on peut décider de le décaler un petit peu le départ. Si vraiment on voit que c'est compliqué, on peut décider de faire seulement les 5 premières étapes cette année et les 5 prochaines au printemps, ou bien l'année prochaine à l'automne, donc de couper cette grande traversée en 2, ou bien de reporter le départ à l'année prochaine. Il y a plein de solutions différentes en fait, hein. On évite d'y penser parce que cette traversée est déjà tellement compliquée en elle-même avec une date de départ que si on commence à y penser maintenant et que finalement les feux sont verts pour le 1er août, on aura beaucoup travaillé pour rien. Mais on a plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont là. On fera avec l'actualité évidemment. Oui, puis Je vois la question de Thomas, excuse-moi, je vois la question de Thomas là, sur la frontière népalo-tibétaine. Il nous pose la question, quand on longe la frontière népalo-tibétaine, donc ça c'est l'étape du Makalu, en fait de la région du Makalu pour aller vers la vallée d'Arun et vers le Kanchenjunga, et il pose la question de la possibilité ou du danger de rencontrer des militaires chinois. En fait, on voit la borne, donc on voit vraiment, on peut mettre le pied en Chine, on voit la borne de 1962 qui délimite la frontière entre le Tibet, enfin la Chine et le Népal, mais on a 2 ou 3 000 mètres de dénivelé pour descendre dans une vallée avant de trouver un militaire, et encore, on fera encore quelques kilomètres. Donc il n'y a jamais aucune patrouille qui passe par là, c'est sûr et certain, on n'est vraiment pas embêté. Oui, je voulais juste ajouter que bon, voilà, personne ne sait comment tout ça va évoluer, mais enfin, on a bon espoir qu'au 1er août, les choses se soient quand même
assez ouverte. Et puis, on est sur une durée longue aussi, ce qui peut permettre même à la limite de prévoir une quatorzaine à l'arrivée. Hein. Bon. Voilà. Donc, bon, on va voir naturellement comment l'actualité évolue. David, est-ce que tu as quelques mots, toi, à ajouter à tout ça? Je pense que c'était très complet. Enfin, c'était vraiment une vision à la fois pratique et onirique, grâce à tes photos d'ailleurs et celles de Laurent, de cette grande traversée. Bah écoute, Eric, moi j'ai juste une pensée pour nos amis du Népal, parce que bon, bah, la catastrophe, elle est pour tout le monde, elle va changer un peu toutes nos vies. Mais bon, la vie des Népalais, il y en a qui comptaient vraiment sur cette saison-là pour nourrir leur famille. Donc je pense qu'il faut continuer à les soutenir. Ils ont eu 10 ans de guerre civile, ils ont eu un tremblement de terre, maintenant ils ont le Covid. Évidemment, ils ont heureusement encore beaucoup de villages qui sont autonomes, mais j'ai quand même une petite pensée pour eux. Et dès qu'on pourra retourner mettre les pieds là-bas, je pense que je serai le premier à retourner pour essayer de développer des nouveaux itinéraires encore et de les appuyer, de les aider, quoi. Merci David, merci Laurent, merci aux participants à la fois à la Grande Traversée 2019 et puis à cette webconférence. On vous souhaite une belle soirée, un beau week-end, bon lundi de Pâques et on se retrouve vendredi prochain donc avec Renaud pour parler de viande de brousse et de zoonose. Allez, à bientôt. Merci beaucoup à tous et namasté encore une fois.